travaille à l'extérieur de la boîte parce que c'est une activiste, une militante très importante et nous avons travaillé ensemble sur un rapport sur la protection des droits de l'enfant pendant les crises. Comme vous le savez, c'est le cas dans beaucoup de parties du monde. Donc, je suis heureuse de vous avoir avec nous. Regardez, on a deux. Eminem Merini va aborder le sujet de la violence basée sur le genre à l'école. Et je pense que c'est un élément capital dont on ne parle pas beaucoup, et particulièrement dans beaucoup de pays, mais aussi au Maroc. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Juste pour vous donner un chiffre, 129 millions de filles dans le monde sont hors du système scolaire. C'est pas rien, c'est énorme. Et les filles connaissent beaucoup de problèmes pour aller à l'école du fait des soi-disant normes culturelles qui me fatiguent beaucoup, très honnêtement, parce que je pense que ça commence à justifier et donner des excuses pour créer des discriminations. L'autre point, c'est aussi le fait, comme on a vu ce matin dans l'étude, c'est que l'école n'est pas sécure pour les filles dans beaucoup de points. Et j'ai visité des écoles de par le monde, au Maroc mais ailleurs, où effectivement, ne serait-ce que l'espace toilette, que l'espace est quelque chose d'insécure. L'autre point et qui est important, c'est aussi tous les filles qui traversent le trajet pour aller à l'école et le retour pour revenir. Et donc ça, on le sait. Et on le sait aussi, et c'est là où c'est important, que la sécurité pour l'école aussi, c'est aussi pas uniquement le ministère de l'Éducation, mais c'est aussi les lumières, les roues, tout ce volet-là qui est important. Et enfin, un point sur lequel est capital, et se mettre ça aujourd'hui à plusieurs niveaux, c'est aussi comment éliminer les stéréotypes genre, les stéréotypes de discrimination basée sur le genre dans les curricula, bien sûr, mais dans les comportements des enseignants, le comportement du staff scolaire et comment l'école peut devenir un outil positif réellement pour lutter contre toutes les discriminations de genre. Donc, sans plus tarder, la parole est à toi, Amina. Donc, t'es très cher ami, très cher Najat, je suis vraiment heureuse de te revoir. Alors, oui, un sujet d'une importance capitale à mon sens. 4 moments, d'abord une introduction, un petit peu sur le concept, et puis quelques éléments. Vous avez vu, je l'ai intitulé Éléments pour appréhender. Ça veut dire que nous manquons de beaucoup d'éléments sur cette problématique. Donc, quelques éléments sur la prévalence et sur les défis, quelques éléments aussi sur les formes de violence de genre en milieu scolaire et les acteurs de cette violence, quelques conséquences et quelques pistes pour une école qui protège les enfants, les garçons et les filles des violences de genre et une conclusion un peu contextualisée. Alors, c'est quoi les violences de genre? Les violences de genre, eh ben, ça désigne tout simplement des actes de violence qui sont dirigés contre les filles et les femmes parce qu'elles sont de sexe féminin. Et bien sûr, qui causent des préjudices, des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique. Les violences de genre résultent des normes, et des stéréotypes de genre qui légitiment les inégalités. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comme vous le savez, l'humanité est composée d'hommes, de femmes. Et ces hommes et ces femmes sont noirs, sont blancs, ils sont d'origine sociale différente, ils sont d'origine géographique différente. C'est tout ce qui fait la diversité humaine. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous rassure en nous disant que tous les êtres humains, quelles que soient leurs différences, sont égaux en dignité et en droit. Et c'est aussi le préambule de la Constitution de notre pays qui bannit toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations fondées sur le sexe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que à travers l'histoire, sur la base d'une différence biologique naturelle, homme-femme, cette différence étant neutre, à valeur égale. Donc, sur cette différence naturelle, s'est construite une différenciation sociale, homme-femme, dans une relation hiérarchique. Donc, les sociétés ont attribué aux hommes et aux femmes
des attributs, des rôles, des fonctions différentes, des attributs, les hommes sont intelligents, les femmes sont douces, c'est-à-dire les qualités de cœur pour les femmes et les qualités donc d'esprit pour les hommes, les rôles productifs pour les hommes et les rôles reproductifs pour les femmes, et des relations hiérarchiques, que ce soit dans la famille ou dans la société. Donc c'est sur cette différenciation sociale que s'est construit tout l'arsenal des discriminations dont sont victimes les femmes à travers le monde, ici et ailleurs. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas là d'hommes ou de femmes, ce n'est pas que tous les hommes sont violents et que il ne s'agit pas d'hommes et de femmes, il s'agit d'un système, c'est le système patriarcal qui est construit sur cette hiérarchisation des statuts et des rôles hommes-femmes. Alors on va du stéréotype, et c'est d'ailleurs le rôle de l'école, parce que les violences à l'égard des filles naissent à l'école à travers les stéréotypes, à travers des idées que nous avons sur les garçons et les filles. Rappelez-vous, et je crois que c'est signalé, rappelez-vous, avant que les lionnes de l'Atlas fassent l'exploit qu'elles ont fait, eh bien on disait les filles ne sont pas faites pour le football. C'est quoi les filles et le football? Voilà, c'était un stéréotype, et j'imagine que ce stéréotype a été bien cassé. Alors ça va du stéréotype, ça veut dire des idées comme ça, préconçues, des préjugés, à la violence qui est un acte non seulement de discrimination, mais qui est un acte déshumanisant. Quelques éléments sur la prévalence de la violence au niveau général du Maroc. Vous savez que c'est le HCP qui a fait donc une grande enquête. La première était en 2009, la deuxième était en 2019. Avant, on n'avait pas d'éléments. Alors, la prévalence, elle est sidérale. Ça veut dire que sur 13 millions de femmes âgées de 15 à 74 ans au Maroc, 82% de femmes ont déclaré avoir été victimes de violences au moins une fois dans leur vie. Et 57%, plus de la moitié des femmes marocaines de 15 à 74 ans ont été victimes de violences de genre pendant l'année où l'enquête a été élaborée. Alors, je vais faire le lien tout de suite, parce que bon, je n'aurai pas beaucoup de temps, entre la violence conjugale, parce que c'est les 2/3 de la violence de genre dans notre pays, c'est-à-dire la violence conjugale, elle est à 58%, presque 60%. Donc, cette violence conjugale, eh bien, elle a aussi un impact sur les enfants, ces enfants-là qu'on retrouve après à l'école et dont nous avons parlé ce matin en parlant des enfants qui sont victimes de violence. Alors, les formes de violence, vous les avez devant vous, je ne vais pas m'étaler. Je signale uniquement donc, le fait que les violences dans les milieux d'enseignement, formation, constituent 22% des violences totales qui ont été subies par les femmes. Et notez bien, 20,7% en milieu urbain et 31,2% en milieu rural. Bien sûr, vous avez l'espace professionnel, les lieux publics, etc. Alors, parallèlement à ces données sur les violences, il y a donc le HCP note qu'il y a persistance de violation des libertés et des droits des femmes, malgré les réformes entreprises. Près de 28% des femmes mariées, divorcées ou veuves, âgées de moins de 35 ans, ont été victimes de mariage précoce, ça veut dire avant l'âge de 18 ans. Et comme vous le savez, le mariage précoce ou mariage forcé ou mariage des enfants, quelle que soit la terminologie, est en soi un acte violent. Alors, que se passe-t-il sur les lieux d'études? Alors, le HCP définit les lieux d'études et de formation comme étant, donc le contexte d'études et de formation, comme étant les manifestations de violence et les activités au sein du système éducatif ont connu un développement important au cours des dernières décennies. Les filles et les femmes y sont victimes de nombreuses formes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, dont le harcèlement et le viol. La violence ou la crainte de la violence fait partie des facteurs clés empêchant les filles de fréquenter l'école et d'achever leurs études et formations. Dans le cadre de l'enquête, donc conformément aux autres contextes, la violence dans les lieux d'études et de formation est toute violence fondée sur le genre, perpétrée dans les établissements d'enseignement et de formation ou dans leur entourage. La route entre la maison et l'école
l'école, par exemple, à l'encontre des élèves ou étudiantes par les professeurs, le staff administratif, les camarades ou autres personnes étrangères aux alentours de l'établissement. Quelques défis. Il y a énormément de défis par rapport. Donc, il y a déjà des défis par rapport à la violence dans le milieu scolaire de façon globale, mais il y en a encore davantage, plus concernant la mesure de l'ampleur de la violence de genre en milieu scolaire. D'abord, la conceptualisation elle-même, ça veut dire que le concept lui-même n'est pas très bien intégré, n'est pas très bien appréhendé par rapport à la violence en milieu scolaire de façon générale. Il y a bien sûr une insuffisance de données sur l'ampleur de la violence de genre au milieu scolaire. Les données fiables existantes sont celles du HCP et elles ne couvrent que 15 ans, 19 ans. Ça veut dire qu'elles couvrent un peu le collège, le lycée et l'université. Ça veut dire que les études existantes, donc nous avons peu de données concernant les violences de genre dans l'école primaire. Les études existantes n'intègrent pas suffisamment l'approche genre comme outil d'analyse. On se limite donc dans une étude à réserver un paragraphe pour dire concernant les filles, voilà. Donc ce n'est pas un outil qui est utilisé de façon transversale pour voir un peu tous les effets, tous les impacts sur les garçons et sur les filles. Les actes de violence de genre ne sont pas toujours reconnus comme tels et signalés. On fait donc rarement la différence entre qu'est-ce qui est une violence de genre et qu'est-ce qui est une violence tout court. Certains types de violences sont plus rapportés que d'autres. Et comme vous le savez, ce sont les cas relatés par les médias qui pointent souvent les violences sexuelles à l'égard des filles, que ce soit notamment lorsqu'il s'agit de viol. Et puis, les filles les plus vulnérables bénéficient rarement du soutien nécessaire pour parler des violences de genre. Alors, les formes. Nous avons la violence sexuelle. Alors, de tous les contextes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le HCP qui le dit, de tous les contextes, les écoles et les centres de formation sont les espaces où la violence sexuelle s'exerce le plus sur les filles. 105 sur 1000 y ont subi une agression de nature sexuelle. 10 sur 1000 y ont été violées. L'ampleur du phénomène est plus grave dans le milieu rural, où 162 femmes, quand on dit femmes, ça veut dire sexe féminin, là c'est les filles, sur 1000 ont enduré la violence sexuelle, dont 13 pour 1000 ont été victimes de viol. Alors, les violences sexuelles dans les lieux d'éducation, selon la résidence, l'âge et le niveau d'instruction, nous avons essentiellement le rural, comme vous le voyez, nous avons essentiellement les 15-19 ans et nous avons essentiellement le secondaire qualifiant. Et bien sûr, la violence sexuelle touche également une autre catégorie vulnérable, c'est des filles porteuses d'un handicap. Le HCP souligne qu'elles sont 20 sur 100 à longue durée, 19,9, presque 2 fois plus que les filles vivant sans handicap, 10,3. Alors, les types de violence, toujours, la violence psychologique. La violence psychologique est aussi un phénomène marquant dans le contexte éducatif vis-à-vis des filles. Elle fait plus de victimes dans le cycle secondaire collégial et qualifiant. Elle enregistre dans les établissements secondaires du milieu rural 5 points plus que dans l'urbain. La violence physique est certes moins répandue que les formes sexuelles et psychologiques, mais elle touche quand même 9% de filles dans le secondaire et collégial et 2,7% dans le cycle supérieur. Nous avons aussi la cyberviolence dont on a parlé ce matin. Sur 1,5 million de femmes victimes de cyberviolence, désolé pour les coquilles, les élèves et les étudiantes constituent 35,7%. D'ailleurs, le HCP, les données du HCP démontrent que lorsque les femmes sont plus jeunes, elles sont davantage victimes de violences lorsqu'elles sont plus jeunes. Les auteurs de la violence, donc selon les données du HCP toujours, sur 22% d'élèves, filles et d'étudiantes qui ont déclaré avoir subi un acte de violence, les auteurs de ces violences sont dans 62% des cas des camarades des victimes, des élèves aussi, dans 34%, ce qui n'est pas rien, des enseignants, et dans 28% des cas de personnes étrangères à l'établissement. Alors, il y a une étude de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale qui a été faite en 2016 ou en 2019,
sur un échantillon d'un ensemble d'académies, sur l'ensemble des cas de violence scolaire recensés, ça veut dire l'ensemble, les 100% se déclinent comme suit. Alors, garçon, 43%. Fille, 5%. Mais garçon-fille, 52%. Plus de la moitié des violences qui ont été enregistrées sont des violences perpétrées par des garçons à l'encontre des filles. Alors, les conséquences, je crois que dans ce qui a été dit ce matin, on retrouve toute la palette des conséquences des victimes des violences de genre en milieu scolaire. Ces violences génèrent de graves conséquences sur la santé physique, psychologique et mentale. Avec l'intervenante de ce matin, on a eu une démonstration, chiffres à l'appui, études à l'appui de l'étendue et des dégâts que cause donc la violence sur le niveau de la santé mentale et affecte bien sûr les parcours scolaires, faible estime de soi, faible concentration, faible participation, absentéisme, etc. Elle constitue une des causes et des effets majeurs de l'abandon scolaire. Et le mariage précoce est en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une violence à l'égard des filles. Alors, quelque chose de très, très important, ça a été dit aussi ce matin, mais là, je le clarifie peut-être davantage, les violences de genre au milieu scolaire affectent les garçons et les filles à long terme. Alors, les jeunes garçons qui ont perpétré ces violences et où on a été témoins, en grandissant, ils seraient plus susceptibles de reproduire les comportements appris. Vous savez, à l'école, il n'y a pas que les curricula, le curriculum que nous connaissons, il y a le curriculum caché. Ça veut dire ce qu'on apprend sans que ça soit inscrit sur les documents officiels. Donc, à reproduire les comportements appris et les considérer comme étant normaux et comme étant acceptables. Les jeunes filles, elles acceptent aussi. Il y a une tendance à l'acceptation de la violence conjugale et familiale. Donc, nous avons une reproduction intergénérationnelle de la violence et des inégalités. Alors, concernant cette acceptation de la violence, l'OHCP, en plus des données statistiques sur la prévalence, a mené aussi une enquête sur les perceptions de la société marocaine. Donc, c'est très intéressant à lire. Bien sûr, je n'ai pas le temps de tout dire, mais les résultats de cette enquête sur les perceptions montrent que la question des violences de genre n'est pas une question qui se pose pour la société marocaine. Donc, un tiers de personnes, y compris des femmes, mais plus d'hommes que de femmes, affirment que le mari a le droit de punir sa conjointe pour une quelconque faute et de la battre si elle sort de chez elle sans demander son autorisation. Même les femmes, dans une proportion moindre, mais considèrent que... Alors, la connaissance de la loi et du recours à la protection institutionnelle de la violence est très, très faible. Le HCP aussi donc, nous dit que plus de la moitié des femmes et des hommes ne savent pas qu'il y a une loi qui s'appelle loi relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Les femmes ne connaissent plus les associations qui travaillent dans le domaine de la lutte contre les violences à l'égard des femmes que les mécanismes institutionnels, étatiques mis à leur disposition. Quelques conclusions du HCP. Là, vous avez le rapport sur les violences faites aux femmes. Je vous conseille vivement de le lire. Il est vraiment très intéressant. Alors, parmi les conclusions du HCP, après le contexte conjugal, les lieux d'études et de formation constituent le deuxième contexte le plus violent pour les filles et pour les femmes. Selon ces résultats, la violence de genre au milieu scolaire se confirme comme un fléau préoccupant et explique entre autres les problèmes de déperdition scolaire des filles dans le milieu rural. Une exploration, c'est une recommandation du HCP, une exploration plus poussée sur les facteurs institutionnels et organisationnels générateurs de la violence de genre au milieu scolaire devrait être menée. Alors, quelques pistes, très très vite, bien sûr. Un système éducatif. Nous sommes au Conseil supérieur de l'éducation, formation et recherche scientifique. Je crois que nous sommes bien placés pour voir un peu quelle serait notre contribution à la meilleure façon de protéger les garçons et les filles des différentes formes de
de violence, y compris la violence de genre. Je crois que nous le partageons. Un système éducatif, nous disons que notre système éducatif doit être centré sur les apprenants, les apprenantes. Il doit bien sûr sensibiliser les garçons et les filles à propos des discriminations et des violences de genre, tout en étant attentif à leurs besoins. Ce schéma représente, j'imagine que quand nous réfléchissons aux réformes, il faut toujours avoir en tête que les enfants, que les garçons et les filles sont au centre de toutes nos préoccupations. Bien sûr, il y a tous les acteurs qui sont autour. Alors, comme ça a été dit ce matin, et moi aussi je salue vraiment la participation des enfants, je savais, étant dans le comité d'organisation, je savais qu'il y avait les enfants, mais ils les ont bien gardés, ils ont bien gardé la surprise. Je suis vraiment heureuse qu'ils soient là. Je crois et je partage entièrement le fait que les garçons et les filles en milieu scolaire doivent être partie prenante en fonction de leur âge, des débats, des activités, des réflexions sur les stéréotypes sexistes et de trouver avec eux les réponses adaptées. Je crois que c'est une question cruciale pour mettre en œuvre un des droits chers à Najat, les droits à la participation. J'ouvre la parenthèse pour dire que les droits à la participation sont une des nouveautés de la Convention des droits de l'enfant, en plus de, bien sûr, les droits à la survie, au développement et à la protection. Alors, pour une véritable école inclusive, de qualité, amie de tous les enfants, j'utilise amie de tous les enfants en référence à un document de l'UNICEF sur l'école amie des enfants, qui est un véritable cahier de charge pour une école, digne de nos enfants. Voilà, je crois qu'il faut utiliser ce mot. Donc, valoriser et capitaliser les efforts des pouvoirs publics. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau donc, des pouvoirs publics, même si c'est ponctuel, si c'est pas intégré dans une vision holistique, mais il y a des choses qui se font. Je crois qu'il faut aussi encourager les pratiques d'enseignants et d'enseignantes en milieu scolaire, souvent parfois avec des partenaires associatifs, notamment, et ça c'est une véritable avancée pour notre système éducatif, notamment depuis que les écoles marocaines célèbrent officiellement les 15 jours d'activisme contre les violences à l'égard des filles et des femmes, fin novembre jusqu'au 10 décembre, donc en intégrant donc tout ce qui se fait dans une vision donc, holistique visant la pérennité. Il faut aussi intégrer la réflexion à propos des violences de genre en milieu scolaire et plus généralement à propos de la promotion de la culture de l'égalité hommes-femmes à l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme éducative qui est en cours pour nous et à nos attentes au niveau du nouveau modèle pédagogique dont nous rêvons et de la nouvelle école. Dans l'immédiat, inclure au plan d'action du Conseil 2024-2027 un projet transversal sur la question de l'égalité hommes-femmes en capitalisant sur le projet de rapport genre et système éducatif qui est en cours d'élaboration dans le cadre du rapport annuel 2023 du Conseil et les axes s'y référant dans les projets de certaines commissions permanentes. Alors, pour une conclusion, je vous ai dit tout à l'heure que ma conclusion était aller vers une contextualisation. Je suis contente de pouvoir intervenir et d'être là avec vous, alors que le contexte national, il y a deux grandes réformes structurantes qui sont en cours. Il y a d'une part la réforme de notre système éducatif sur la base de la vision stratégique 2015-2030 et de la loi cadre, mais il y a aussi une autre réforme structurante qui est en relation avec le thème que nous débattons, c'est la réforme du code de la famille. La violence de genre est une violence qui traverse tous les espaces et tous les âges. Il y a des dispositions dans le code de la famille qui sont intimement liées aux relations hommes-femmes. Il y a aussi la question du mariage des mineurs qui est une des dispositions du code de la famille. Alors, je crois que nous sommes à un moment ici, maintenant, où il faut mener de pair ces deux grands chantiers réformateurs. Pourquoi? Parce que généralement on dit par quoi commencer. Il faut d'abord commencer par légiférer. Non, il faut d'abord commencer par les mentalités. Je crois que là, on est vraiment dans un cercle vertueux. Plus les lois vont vers l'égalité, s'harmonisent notamment avec la Constitution et avec les valeurs universelles que nous prenons. Donc plus cela affecte les
mentalités. Et plus les mentalités changent par le biais justement des institutions de socialisation, essentiellement l'école, et les médias aussi, mais essentiellement l'école, donc plus, bien sûr, la société est beaucoup plus prête donc à ce qu'il y ait des réformes consistantes en matière législative. Donc je crois que nous sommes à un moment de l'histoire de notre pays où ces deux grandes réformes doivent aboutir à améliorer de façon substantielle, de façon significative le statut des femmes dans la famille et dans la société et à l'école, sous-tendu, bien sûr, par le principe d'équité, de parité et d'égalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Amina. Je ne vais pas faire de résumé. Vous avez bien compris, je pense que tout a été expliqué, mais c'est vrai que ce qui est capital ici, c'est aussi de prendre les contextes actuellement de réforme en cours, une réforme d'un système éducatif, un code de la Moudawana, et donc d'essayer de prendre en compte aussi toutes ces actions qui ont été faites dans le cadre de cette étude pour réellement faire de l'école aussi, pas uniquement la viser comme un élément où la violence basée sur le genre existe, et ça on le sait, mais aussi comme un outil, vraiment un outil, un lien pour passer les messages, pour réellement asseoir cette société juste, équitable, inclusive et protectrice qu'on veut. Without further ado, Donc, je donne la parole à Ramia et on va parler d'une idée générale. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et à dire. Et sur que les stratégies qui concernent la prévention de la violence contre les enfants. Vous avez la parole, madame. Merci bien, Najat. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et le débat était très intéressant, surtout quand il est fait par le jury de l'Inde. Et nous avons des débats passionnants pour trouver des solutions à ce problème. Je viens de l'Inde et je travaille pour l'UNICEF en Italie. Et l'une des choses que nous avons faites, c'est d'accumuler les preuves. Que savons-nous de ce qui était fait, ce qui marche et ce qui ne marche pas? Et comme a dit Najat, c'est un appel à l'action. Nous avons discuté de ça à propos de ce que nous faisons à propos du problème. L'une des choses que je veux présenter, c'est une idée générale. Je passe assez de temps pour parler des détails, mais j'essaierai de vous expliquer. Najat est en train de me surveiller pour contextualiser. On a parlé du Maroc. Et bien sûr, au niveau global, c'est une problématique qui se trouve partout. Quand nous prenons les données globales, et bien sûr, on les fait des enquêtes des écoles, mais il y a des données que nous n'avons pas de ces aspects de la violence. Donc, on va parler de l'harcèlement, les attaques physiques, même si ce n'est pas des étudiants qui s'attaquent entre eux, mais ils sont attaqués par d'autres. Et c'est les données qu'on a, et l'un des pays, on a fait la collecte de ces idées parmi 96 pays. En 2016, pour vous donner des dates et des ressources, mais nous avons déjà parlé du fait que nous avons beaucoup de pays où il y a ce problème. Pour 732 millions d'enfants vivent dans des pays où la punition corporelle n'est pas interdite, ou plutôt il est accepté. Et il n'y a pas, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de loi contre ça. Et les enfants ne jouissent pas de cette protection contre la violence physique. Mais si vous prenez la région de MENA, vous voyez un grand nombre d'enfants qui sont harcelés. Et bien sûr, la punition n'est pas autorisée.
En Afrique du Nord, c'est en bas à gauche, vous pouvez voir que c'est un petit peu plus grand. Et donc, c'est la même chose dans la région de MENA. Mais nous avons beaucoup plus de problèmes dans cette partie du monde. Donc, l'harcèlement, les disputes physiques ainsi que les attaques, là, ce sont là les problèmes. Ce qu'on a vu aussi au Maroc, basé sur ces données, que ça augmente entre 2006 et 2016. Et bien sûr, selon ces enquêtes, donc pendant ces 10 ans, on a vu la croissance de l'harcèlement, mais pas le cas de l'attaque physique. Donc vous savez, c'est un phénomène qui a beaucoup de dynamique et je voudrais dire, que faisons-nous à propos de ça? Nous devons reconnaître 3 facteurs et des programmes et les solutions. Et bien sûr, on en a déjà parlé, en partie au moins. Madame Amina a parlé de la normalisation. Nous savons que c'est devenu normal de s'exprimer ainsi, c'est difficile à contrôler et c'est de nous différencier des autres, que ce soit basé sur le genre ou sur la capacité ou des groupes ethniques. Nous savons que la violence est utilisée dans ces cas. Et parce qu'il y a aussi un enragement et un contexte social à l'intérieur que nous savons que les hommes ont beaucoup plus de pouvoir et ils doivent se battre chaque jour. Les femmes doivent se battre tous les jours. Et bien sûr, les enfants nous viennent des familles où les enfants sont exposés à la violence. Donc, ça continue à l'école. Et il faut prendre ça en considération et nous en rappeler. Ce que je vais vous présenter, c'est le niveau des actions où nous devons travailler pour faire face à ces problématiques. Je vais parler des interventions des programmes parce que nous prenons les preuves. Il s'agit de programmes qui ont été essayés aux écoles à travers le monde. Ce sont là des programmes qui ont été bien évalués. On en a déjà parlé quand on a demandé où est-ce que sont les évaluations Mourank. Et là, c'est des pays où l'évaluation a été faite. Donc, je ne peux pas venir ici et vous dire que voilà les idées, que ça va résoudre le problème. Mais je vais vous parler de leçons que nous en tirons. Donc, on n'a pas beaucoup d'évaluation, mais je vais parler de l'approche de l'école et bien sûr l'engagement national et les politiques. Donc, si nous prenons les stratégies des programmes pour qu'il n'y ait pas de violence dans les écoles, nous voyons que ces stratégies essaient de faire des choses. D'abord, développer le savoir et les compétences de vie à des âges différents. Et là, on essaie de former, de développer des capacités pour comprendre la violence et que ce n'est pas un comportement social qui est acceptable. Donc, beaucoup de pays essaient de faire ça. Et puis, on a parlé aussi de quelques programmes pour l'environnement sain et sauf pour les élèves à l'école. Et nous avons un bon exemple là de l'Afrique du Sud. La troisième composante, c'est les normes du genre ainsi que les valeurs. Et il y a beaucoup d'exemples et de programmes à travers le monde pour que les enfants, que ce soit des garçons ou des filles, en parlent. Il y a aussi de l'appui social et surtout dans des zones de conflit où il y a des problèmes. Donc, vous savez, il y a beaucoup d'options et de choix que nous devons considérer comme des pays comme le Maroc. Et bien sûr, il y a des efforts pour mettre tout ça ensemble et voir comment transformer l'école. Donc, je ne parlerai pas de ça, mais il y a beaucoup d'exemples. Le problème avec la preuve, c'est que ces programmes sont très petits. Donc, nous ne savons pas exactement s'ils fonctionnent, s'ils marchent ou pas.
parmi les populations très grandes. Mais il y a des exemples, après les programmes d'école, il y a quelqu'un qui a parlé des clubs d'école. Donc, si nous prenons ça en Amérique latine, où nous avons une culture de communauté basée sur la violence et on a essayé d'utiliser le sport, la musique pour éloigner les enfants de ces risques et essayer de les engager de façon différente. Et un bon exemple nous vient de la Colombie, où il y a des programmes qui étaient une réussite pour faire la promotion du comportement social. Et ce qui est essentiel, c'est un programme universel pour tous les enfants qui étaient là. Et ils ont trouvé un impact très important après un temps assez long. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants dont les parents sont engagés dans le programme avaient de meilleurs résultats comparés aux autres dont les parents n'étaient pas. Donc là, c'est un exemple d'un programme bien réussi. Et bien sûr, ça ne coûte pas beaucoup cher. Donc, il y a des programmes qui ont une résonance très grande. Donc, quels sont les mécanismes de l'impact? Ou plutôt de décrire les programmes. Ces études montrent qu'il y a beaucoup de choses dont on a besoin pour le changement, pour les enfants d'apprendre, se protéger et avoir un environnement sain. C'est les équipes, les groupes d'enfants, les clubs et à travers d'autres mécanismes. Mais ceux-là ne travaillent pas tout seuls. Il y a des mécanismes où les enfants apprennent à s'auto-réguler. Donc, il faut leur donner les outils parce que ce sont des enfants, ils sont en train d'apprendre et ils viennent d'un environnement où ils étaient exposés à toutes ces violences. Donc, il faut aider les enfants et le mentorat personnel pour leur montrer qu'il y a des gens qui vont s'en occuper d'eux-mêmes. On a parlé de la supervision adulte et pour être et voir les dynamiques et même intervenir quand c'est nécessaire. Donc, c'est aider les enfants à développer leurs aptitudes à travers la musique, les sports, mais aussi ça donne aux enfants l'espoir d'être indépendants et avoir des aspirations positives. Et la famille, bien sûr, est incluse dans ces programmes. On ne peut pas laisser les enfants tout seuls, c'est pas juste. Mais on doit y faire attention et nous assurer que les adultes ont les mêmes valeurs et peuvent aider. Un autre exemple, et Najat va me regarder, mais il y a beaucoup d'exemples et des programmes positifs sur l'égalité des genres dans des écoles différentes. Mexico, Kenya, Pakistan, India. Et ils ont bien sûr une liste de références. Mais pour qui les enfants apprennent ça? Comment est-ce que nous intervenons quand nous voyons la violence dans nos écoles? De bons exemples sont là pour apprendre aux enfants de réagir quand ils voient la violence. Des attitudes positives reliées au genre, il y a beaucoup d'exemples. Donc, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on peut les discuter pendant les ateliers. Mais l'autre problème dont il faut parler, c'est ce que je veux dire. Tout ce que j'ai lu à propos de ce sujet n'a pas besoin d'un programme spécial. Ils peuvent être intégrés, et surtout maintenant avec la technologie d'information. Donc, parce que ça reflète ce qui se passe en réalité. Et bien sûr, c'est une menace, mais nous devons comprendre et réagir pour que les enfants puissent comprendre tout cela. Et je voudrais seulement dire que toutes les preuves, quand vous voulez améliorer la situation pour les enfants, il faut créer une relation positive avec les parents. Donc, il faut éduquer aussi les parents, mais aussi les enseignants et les règles à l'école. Parfois, c'est seulement théorique.
mais elle ne renforce pas ça. Et bien sûr, et c'est la même chose en Italie. Donc, il faut tous ces mécanismes seront bien sûr appliqués dans la violence à travers l'Internet. Donc, il faut intégrer toutes ces mesures et créer un package où les enfants sont au cours de tout ça. Pour résumer ce que nous avons appris des programmes des interventions, c'est qu'on a besoin de programmes de composantes différentes. Donc, il faut mettre en place toutes ces composantes. Et Najat, on a déjà parlé depuis le début. Et on a besoin de toutes ces composantes et aussi renforcer l'environnement scolaire en utilisant des groupes pour que les enfants sentent, surtout ceux qui commettent de la violence, où les enfants puissent appuyer les uns les autres. Il y a des programmes aussi pour des catégories d'âge. Et on a aussi besoin le personnel à l'école, il y a des exemples dans la littérature, mais parce qu'ils ne sont jamais impliqués depuis le début. Donc les programmes dont j'ai parlé ont impliqué des gens qui viennent de l'extérieur de l'école, mais pas les enseignants et les écoles eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Les programmes sont adaptés où ils nous viennent d'autres pays, donc ils ne sont pas dans le contexte et on se les approprie. Donc, tout cela, ça ne vient pas du système de l'éducation, ça vient de la protection des enfants. Mais le système de l'éducation doit s'approprier tout cela. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous et parler à des gens qui se spécialisent dans ce domaine. Donc, les écoles, un des espaces positifs, peuvent jouer un rôle très important, pas pour résoudre le problème, mais mettre une fin à cette violence à l'école. Les écoles peuvent tout mettre à l'œuvre. On n'a pas besoin de penser à quelque chose à l'extérieur de l'école, parce qu'ils se voient chaque jour. Et bien sûr, ils peuvent développer, influer sur le développement des uns et des autres. Donc, il ne s'agit pas des écoles. Ça, c'est très positif. Et c'est des remarques positives parce que les écoles doivent jouer leur pays. Parce que ça peut nous aider dans un sens sociétal. Mais sur l'environnement des écoles, nous voyons ça en Ouganda, des efforts pour ramener tout le monde, tout le monde concerné pour améliorer la situation des études ainsi que des enfants. Donc, c'est un processus de l'implication des parties prenantes, les enseignants, les parents, les directeurs, etc. Et bien sûr, tout doit se passer à l'intérieur de l'école. On a de bons modèles, et surtout du Chili, ça a été bien fait. Et l'exemple de l'Ouganda est très important et très compris parce qu'il a un impact positif. Donc, il ne suit pas seulement le programme, mais sur les politiques et les pratiques. Donc, ça, c'est le changement dont on a besoin. Avoir un programme une fois par semaine ne sera pas utile. Il faut le faire chaque jour. J'allais dire quelque chose. C'est que nous ne protégeons pas assez nos enfants. Et peut-être c'est un point sur lequel nous semblons nous mettre d'accord. Et pour moi, les évaluations sont nécessaires et surtout la mise en œuvre de la recherche. Vous pouvez avoir des programmes, mais la façon dont il est mis en œuvre fait la différence. Donc, ma recommandation, c'est d'avoir une approche d'apprentissage juste à côté de l'évaluation, mais aussi la recherche de l'apprentissage et nous assurer qu'on les appuie assez. Et bien sûr, quand ils font ça, l'impact est très important. Merci bien. Thank you, Ramia. Thank you. You did it well. Quick. Merci beaucoup, Ramia. Vous l'avez fait bien. Merci pour l'intervention. J'aimerais juste souligner sur ce qui est important pour moi.
l'école et l'environnement, l'atmosphère dans l'école pour résoudre ces problèmes, bien sûr. Il faut être un acteur clé et être un bon répondant aussi. Pas que pour l'environnement scolaire sûr et sécurisé, mais c'est plus général. Et ça s'étend sur plus d'aspects, plus de volets. Parce que nous allons avoir beaucoup de programmes que nous allons démontrer. Ce que l'on va faire, c'est prendre en compte l'approche adoptée et comment peut-on implémenter. Et bien sûr, en incluant les acteurs clés, le cadre professionnel de l'école. Et le dernier point, c'est le processus d'évaluation, parce que le processus d'évaluation ne mesure pas que les impacts, mais c'est un processus d'apprentissage aussi pour retirer les enseignements, avoir une auto-évaluation et pour avoir une auto-évaluation progressive aussi pour soutenir les initiatives des autres parties. Et c'était pour conclure. Micro, s'il vous plaît. On doit finir ce qu'on m'a dit dans 1h45, si ça vous convient, si vous n'avez pas faim. Donc, les questions sont à la salle. Alors, soyez bref, straight to the point. Allez, on y va. Les micros marchent. قربوا les places où il y a les tables. الله يحميكم ويدي. Alors, شكون اللي عنده الميكرو؟ يزيد يلا. Micro, s'il vous plaît. Ça va. تحية تربوية للجميع. Mes salutations à tout le monde. Tout d'abord, je remercie la professeure Amina El-Merini que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans des réunions à haut profil. Elle a travaillé beaucoup avec moi et les thématiques concernées par l'association BIT, je fais partie je suis la présidente exécutive de la Fédération marocaine de la prévention contre les drogues. Aujourd'hui, ce matin, nous avons eu beaucoup d'interventions sur la violence et je pense que le facteur principal de la violence, c'est les drogues. Les drogues ont été le facteur qui a émergé, c'est la violence à l'intérieur du milieu scolaire et nous travaillons sur la construction et l'implémentation de cellules d'écoute avec des psychologues et des assistants sociaux. Nous travaillons aussi sur l'éducation familiale, la formation des professeurs, etc. Rabat a été la pionnière dans cette initiative qui nous a permis de retirer beaucoup d'enseignements importants et la raison pour laquelle cette initiative a été une réussite, c'est Madame Mélanie qui a travaillé beaucoup avec moi dans 2024. Elle a beaucoup travaillé avec moi, elle a beaucoup aidé dans ses efforts et ses travaux. Donc, j'oublierai jamais l'encouragement de ces gens et leur croyance envers ce que je faisais, envers ces initiatives que je cite. Donc, ce que je veux dire pour lutter contre la violence en milieu scolaire, je n'ai rien dit. Je n'ai toujours rien dit. Ma professeure Ria, professeure dans ma faculté,
Elle m'a éduqué pour beaucoup d'années. Elle se rappelle plus de moi. Je levais la main depuis beaucoup de temps. Pour lutter contre la violence, soyons réalistes. Tout d'abord, il faut créer ces cellules à l'intérieur de l'école. C'est nécessaire parce que quand on parle de la violence, l'enfant ne ramène pas cette violence de nulle part. C'est à cause de plusieurs facteurs sociétals et éducatifs. Il y a, il y a des enfants qui ont des problèmes et des troubles mentaux et qui, avec de la schizophrénie même, qui sont à l'intérieur des écoles et ça cause une augmentation dans leurs attitudes agressives. Donc il faut fournir ces assistants sociaux qui jouent un grand rôle et qui n'ont pas eu la reconnaissance juste de ce qu'ils font à l'intérieur du milieu scolaire. Nous sommes chanceux ici à Rabat parce que nous avons une convention avec l'hôpital de Razi. Nous trouvons que cet enfant exerce des actes de violence au milieu scolaire, mais il ne connaît pas la raison. Après, il utilise la délinquance joue un grand rôle aussi dans cette violence. Quand il utilise des substances et des drogues, ses attitudes s'aggravent. Donc, il faut avoir un suivi avec cet enfant. Je suis allé en prison et j'ai trouvé des prisonniers qui étaient des élèves et qui sont venus, qui sont incarcérés pour des raisons qui sont banales. Donc, pour continuer, le professeur Lamia a parlé de quelques points principaux. C'est que notre association travaille à l'intérieur des institutions pour créer des espaces de théâtre, de cinéma, de rédaction, beaucoup d'initiatives. Cela l'a vu le professeur Amina. Donc, il faut avoir un espace. Il faut que l'espace scolaire soit un milieu chaleureux et accueillant pour l'élève. Donc, ne donnons pas la responsabilité, ne mettons pas la responsabilité sur l'élève, mais sur le ministère de l'Éducation, les parents, etc. Je n'ai pas plus de temps, je m'excuse, je m'excuse. Soyez concis, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces deux interventions très importantes. J'aimerais juste commencer par dire, on n'est pas femme, on le devient. Nous ne sommes pas nés des femmes, mais nous devenons des femmes avec bien sûr l'éducation et l'environnement social. Donc nous sommes éduqués pour être femmes à travers une petite discrimination dans l'éducation. Après, on part à l'école, mais on a déjà normalisé avec la violence. Ça veut pas dire que nous sous-estimons la violence, mais le danger de la violence est à cause de la difficulté de lutter contre cette violence. Donc, ce qui est exigé de nous, c'est cette approche holistique. Ça veut dire que toutes les parties concernées doivent consolider leurs efforts, soit à travers la sensibilisation, le renforcement et la promotion de l'importance de la violence en milieu scolaire, à l'intérieur des familles, des clubs, dans la rue, etc. Le deuxième point qui a été mentionné par ma consoeur, c'est l'activation et l'implémentation de ces clubs, les cellules d'écoute, les différentes institutions, instances, les structures qui sensibilisent et qui promouvoient et qui sensibilisent sur les droits de l'enfant, les droits de tout le monde, en fait. Et bien sûr, notre consoeur a parlé sur les programmes et la création de ces centres d'écoute, etc., qui
qui sensibilise les gens. Parce que, bien sûr, nous avons des mentalités qui, celui qui, celui qui dénonce ou qui paraît dénoncer la violence peut avoir des pratiques qui ne sont pas convenables. Un type de violence, la violence judiciaire que nous ne mentionnons pas beaucoup dans le code de la famille, et une autre violence qui est invisible. C'est une violence qu'on peut nommer Derija Telra. La violence d'une femme à l'autre. Une petite interruption en respectant la professeure qui a parlé. Pour ceux qui ont intervenu durant la matinée ne peuvent plus intervenir pour donner l'accès à tout le monde. Pour tout, voilà. Donc, la problématique est d'actualité, elle a été toujours d'actualité, les chiffres sont là, ils sont symptomatiques, les études sont là, les résultats alarmants, et les séquelles persistent et marquent éternellement le processus de socialisation des individus, ici les élèves. La situation authentique à laquelle on avait assisté tout à l'heure, c'était vraiment une situation qui nous interpelle tous, ici, responsables, toutes catégories confondues, et j'aurais bien aimé voir aussi une fille qui apporte son témoignage, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, mais on peut le comprendre de toute façon, vu le contexte dans lequel on exerce ensemble. Donc, que faire? Un engagement conjoint, ça c'est sûr, la sensibilisation, nul doute, mais en termes de conduite pratique, conduite, et en termes de pratique enseignante au sein de la classe, parce qu'ici on est en train de discuter école, et du coup, il faut partir de la classe. Et je profite de la présence de l'association des inspecteurs ici avec nous, bien sûr, pour partager avec eux un certain nombre commun qu'on partage ensemble. Eh bien, voilà, question numéro 1. Comment aider l'enseignant à détecter déjà les signaux d'alarme verbaux et non verbaux chez les élèves en termes de posture de retrait? Parce que la posture de retrait est significative. Je dis bien posture parce que ce sont des schémas qui sont préconstruits chez l'élève et chez l'enfant de manière générale, en termes de retrait permanent, de retard permanent, donc un élève qui vient en retard, c'est symptomatique, de révolte sous forme de, voilà, sous toutes ces formes, ou encore les anticiper. Pas la peine de les détecter, mais il faut, c'est pas la peine de les détecter, mais il faut les détecter, mais il serait mieux de les anticiper et partant intégrer au quotidien des gestes d'enseignement, je dis bien gestes d'enseignement, mais surtout d'apprentissage, une technique, un outil à mobiliser. Deuxième question, comment aider l'enseignant et l'enseignante, bien sûr, parce que là, l'enseignant, c'est dans son terme, sa conception générique, à monter un projet pédagogique qui intègre, je dis bien intègre, parce que intégrer, ça veut dire mettre en valeur et mettre en pratique aussi au sein de la classe via des activités qui sont bien scénarisées. Et ce, en termes de scénarisation pédagogique, des activités inscrites dans le projet de classe, et le projet personnel de l'élève, lui-même connecté au projet d'établissement et partant au projet, ouvert sur l'environnement et partant sur toute la société. Des activités in situ qui développent rapidement et non qui sensibilisent, parce que la sensibilisation, c'est le lauréat de tous les jours et qui développe l'empathie. Excusez-moi, madame. Juste 2 minutes. L'empathie, la collaboration, le partage, l'estime de soi. La phrase un élève, une maman qui m'avait dit la phrase, son élève qui se réveille chaque matin, qui se dit Ya Rabbi, shkouni mchit mhen aoutani. Donc il implore Dieu, shkouni mchit mhen, qui est-il? Donc il ne se reconnaît plus. Et c'est la souffrance au quotidien et au fil de la semaine, une maman démunie et inconsciente. Donc éviter la posture d'évitement et brisant les murs du silence et du mutisme. Voilà. Bonjour, je crois que c'était bien moi, mais donc merci beaucoup et j'ai énormément apprécié toutes les présentations ce matin. Une chose qui, excusez-moi, je m'appelle Joanna Erat, je travaille à l'UNESCO, siège, et merci pour l'invitation d'être là. Je suis frappée par une chose ce matin. On a entendu énormément de données et c'est excellent qu'on collecte de données parce que si on ne comprend pas l'étendue d'un problème, on ne va jamais pouvoir répondre.
ce matin, on a entendu les données sur violence au milieu scolaire et on a entendu les données maintenant sur les violences à l'égard des femmes et des filles. Ce que j'aimerais bien savoir ou encourager, c'est l'intégration d'une côté genre dans la collecte des données sur la violence au milieu scolaire. C'est ce qui manquait dans le rapport de ce matin, qui a été excellent, le rapport. Vraiment, je félicite les auteurs et les données, ce qu'on a vu sur la violence de genre. Il y a des façons de collecter des données, par exemple, sur la violence sexuelle à l'école. C'est très, très sensible, mais c'est très, très important. Et on est là pour soutenir si jamais c'est quelque chose qui devrait être intégré dans le système de SIGE ou sur des études spéciaux. Merci. شكرا. تحية للجميع. ربيعة الصالحي، عضو الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي. J'aimerais parler des problèmes profonds qui apparaissent, et ce phénomène a besoin d'une approche participative. L'école prend en charge l'aspect pédagogique, l'aspect éducatif d'enseignement, mais les autres responsabilités, ça prend en charge et d'autres aspects en fait, pas que la pédagogie et l'éducation. Donc, le concept tout d'abord, le concept de la responsabilité, l'autorité et le développement, l'engagement, ce sont des aspects importants. Revenons aux réformes mentionnées par Madame Lemrini sur le code de la famille, le code de l'investissement et le modèle de développement. Si nous prenons toutes ces choses et tous ces facteurs, nous allons dire que ni développement politique, économique, social sans école, tous ces composants doivent être disponibles pour avoir un développement. Nous avons les recommandations, nous avons ces réglementations, mais pendant l'activation et l'implémentation, il y a un grand point d'interrogation. Madame Emina qui a mentionné le code de la famille, mais je dis toujours nous, même si je suis retraité, mais je dis toujours nous. La devise de la famille de l'enfant, c'est de renforcer et améliorer les qualités de l'école. Est-ce que les enfants qui ont connu un divorce chez leurs parents, est-ce que ce n'est pas une violence? Le mariage des mineurs, est-ce que ce n'est pas une violence? Les problèmes de la femme, c'est une violence aussi. Tous ces phénomènes, je ne vais pas parler des réglementations, des articles, mais c'est des problèmes qui affectent l'étude à l'intérieur des institutions et des écoles. L'harcèlement sexuel à l'intérieur des écoles, à l'intérieur du foyer. Revenons à la justice, au côté judiciaire, l'impunité sur tous les niveaux qui rend ces choses. Pourquoi je mentionne cela? Parce que l'impact de tous ces phénomènes, ça affecte le développement, l'économie, le domaine politique, culturel. Parce que ce que l'enfant rassemble pendant son enfance, ça affecte son âge adulte. Ce n'est pas que des mots sociétaux, mais c'est des mots dans tous les domaines en fait. Et il y a des rôles et des responsabilités que l'enseignant ne peut pas jouer. Un psychopsychiatre, un psychologue, etc., des cellules d'écoute, des cellules de prévention, de suivi, les facilitations.
c'est des espaces adéquats et spécialisés pour les fonctions. Quand nous n'avons pas de profil spécialiste, c'est une formation initiale et la formation va continuer pour contribuer, pour continuer le reste de la formation. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons prendre que 2 interventions de plus. Je vais utiliser que les 2 minutes qui me sont appropriées. Je suis un étudiant en psychologie et spécialiste dans la protection de l'enfance dans la faculté de Marrakech. Je suis aussi président du Centre de la protection et développement des études pour la protection de l'enfance. Les études sont importantes. Nous avons mené beaucoup d'études ici au Maroc. Il y en a beaucoup d'études, mais le problème, dans le diagnostic, nous avons quelques problèmes durant l'exécution et dans l'exécution des politiques publiques concernant la protection de l'enfant et la protection de l'enfance. Je vais parler de 2 points principaux. La prévention de la violence, contre la violence, il faut se focaliser sur les programmes les triple P, les programmes positifs, les ressources humaines aussi, la formation, puis la formation, puis la formation. Parce que aujourd'hui, nous parlons des cellules de médiation, d'écoute. J'étais un parlementaire et durant la discussion politique sur la formation et l'éducation, les cellules et les centres de la médiation et l'écoute sont encadrés par des experts. Nous avons lutté pour que ces experts soient, le mot expert, le terme expert soit ajouté. Les assistances qui existent aujourd'hui. Il y a un point qui a été mentionné par si la personne n'est pas un spécialiste, un expert, il ne va pas résoudre les problèmes. Donc, nous devons choisir les profils adéquats. 5 personnes qui se déplacent à travers la ville pour résoudre les problèmes. La médiation, pas que par rapport à la violence, mais par rapport aux troubles qui causent la violence, etc. Donc, la source du problème. La concentration sur les ressources humaines et sur la formation doivent être entamées, doivent commencer. Il y a 20 ans que nous parlons de ces problèmes, donc c'est le temps de exécuter. La dernière intervention, donc l'avant-dernière, après c'est la dernière. Merci le comité organisateur et merci chère audience. Mon intervention va être quelques petites questions pour enrichir la discussion. Je vais commencer à entamer par le point que vous avez évoqué. Je crains que cet événement va recommencer dans 6 ans, comme nous avons recommencé d'autres événements qui n'ont abouti à rien. J'espère que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une question qui est ancienne et qui est nouvelle aussi. Le modèle que nous voulons, est-ce que nous sommes d'accord sur le développement de la société que nous voulons ici au Maroc? Est-ce que nous voulons un modèle profond dans les zones rurales pour créer des alternatives pour développer la société? Ou est-ce que nous voulons créer des modèles universels? Donc, ces 2 débits ou ces 2 directions causent un petit décalage, une interruption dans nos travaux parce que nous ne sommes pas d'accord sur la trajectoire que nous voulons suivre. Donc, concernant les pratiques, quand nous parlons de la violence en milieu scolaire, nous savons tous, nous sommes d'accord que c'est un espace complexe. L'élève, l'institution en tant que bâtiment ou espace, l'enseignant. Est-ce que nous analysons ces relations interactives ou est-ce que nous nous concentrons sur chaque composant à la fois? Donc, il faut y avoir une analyse sur l'interaction entre ces composants pour que ça soit une ouverture ou bien une case départ. Vous avez parlé, vous avez mentionné la violence, mais je pense que nous nous sommes arrêtés sur un composant qui est important, mais vous avez mentionné que... Une seconde. Les espaces de santé
connaissent aussi des actes de violence. Mais si ces toilettes, les toilettes, il y a des actes de violence qui s'exercent là-bas aussi. Mais si ça n'existe pas, c'est un grand problème, c'est un autre problème en fait. Donc, comment lutter contre l'abandon scolaire sans répondre à ces questions? J'espère que ces questions vont aider à enrichir la discussion. Merci. J'ai j'ai parlé. Moi, j'ai déjà parlé, donc Shayma qui va parler au lieu de moi. Nous avons créé un résumé. Merci beaucoup pour votre écoute et pour nous donner l'opportunité en tant qu'élève pour faire partie dans cette conférence internationale. J'aimerais dire, comme la présidente du Conseil de droits de l'homme a dit, parfois le facteur principal dans la violence, c'est les drogues, ce qui rend et ce qui cause l'enfant à avoir des attitudes qui ne sont pas naturelles, et ces attitudes en fait. Donc, et c'est à cause de la violence familiale aussi, parce que l'atmosphère et l'environnement où l'enfant vit a de grands impacts sur son attitude et peuvent causer, causer des violences exercées par cet élève et cet enfant en milieu scolaire. Donc, c'est comme ça qu'il exprime ce qu'il sent en fait, et ça commence de la famille. Merci. Merci beaucoup, Najat. Merci pour les intervenants et les intervenantes. Nous sommes en discussion et en débat, donc ce n'est pas une session questions-réponses. J'aimerais quelques explications, éclaircissements, je vais dire. Sur la question des violences à l'égard des enfants ou les violences scolaires n'intègrent pas l'approche genre. Même s'ils se disent parfois, on trouve dans l'introduction, voilà, on va s'intéresser aux filles, etc. Mais ça veut dire on prend la question du genre comme si c'était des données quand on répartit par sexe, c'est-à-dire voilà les filles, voilà les garçons, mais pas l'approche genre comme étant un outil d'analyse, voilà, comme nous le voilà, comme il se doit. Alors je crois que c'est intéressant de faire un travail ensemble peut-être sur une thématique pareille. عندي جوج ديال المسائل اللي بغيت نضيفها بالنسبه للدور ديال الاساتذه المدرسين والمدرسات. كنظن بانه دور يعني حاسم، ولكن في هذه القضايا هذه وكنتكلم. Je pense que le rôle que les enseignants jouent est un rôle important, mais les enseignants doivent connaître leur rôle à jouer, leur responsabilité de comment détecter, comment savoir qu'il y a une souffrance, etc. L'enseignant doit connaître sa responsabilité et où ça finit aussi, parce que parfois, il y a des responsabilités d'autres personnes qui ne sont pas le rôle de l'enseignant. Et c'est un regard holistique pour savoir. Un autre point par rapport à la formation des enseignants. Quand nous parlons des rôles de l'enseignant dans l'égalité, la tolérance et toutes ces vertus, que nous mentionnons, il faut voir la formation. Il ne faut pas avoir les titres des cours, par exemple, l'éducation sur ça, l'éducation sur ça, ce n'est pas pédagogique, parce que l'égalité, c'est une pédagogie aussi. Et c'est un acte pédagogique aussi. Donc, ce n'est pas une éducation sur quoi que ce soit, mais un troisième point, la loi et l'école. Ma génération, pendant la réforme du code en 2004, il se rappelle bien du changement et des modifications. Les réformes ont juste commencé, les concepteurs des manuels, etc., ont reçu un cahier de charge qui a été ajusté. Ça disait en 2005 qu'il faut avoir les vertus de l'égalité, de cela et cela, de la justice, etc. Donc la loi cadre et encadre l'école.
La violence contre la femme aussi, l'école a changé, encore une fois, a ajusté les manuels, etc. Et l'école a commencé à introduire des activités sur la mariage des mineurs, etc. Donc, le changement des lois influence aussi l'école. L'école attend toujours les modifications de son environnement, ses alentours, je vais dire. Donc, le rôle de l'école, c'est où l'école réagit en fait aux ajustements et aux modifications et pas une source du changement. Donc, c'est une étude que nous pouvons mener, c'est une discussion à avoir après. Est-ce que donc les changements qui arrivent dans les lois et les réglementations, ça change et ça ajuste l'école aussi. Et ces craintes et ces préoccupations que Madame Najat a ramenées avec elle de New York, nous voulons pas avoir un autre séminaire où nous avons gaspillé l'argent et les efforts, etc. Et après, nous allons revenir et reparler de la même thématique. Mais aujourd'hui, ce que nous nécessitons, c'est le changement progressif. Nous ne devons pas être effrayés du changement. Pourquoi nous craignons le changement? Donc, nous sommes devant des problématiques et nous faisons face à des problématiques qui nécessitent la gestion du changement, la gestion de la transformation. Parce que les transformations nous déstabilisent. Ça veut dire, si même les réformes du cadre éducatif, il y a des réformes, mais il y a des choses qui sont des pièces manquantes, en fait, des thématiques stratégiques et essentielles que nous n'avons encore pas pu activer, implémenter. Pourquoi nous craignons le changement? C'est une question à se poser. Je pense que l'école n'éduque pas sur la culture de la transformation et du changement, ça éduque plus sur... je vais pas en parler plus. Donc, voilà. Just thank you. Merci. Et je vais dire que c'est très fascinant d'entendre ces débats parce que vous avez parlé de la prévention de la violence et c'est tout. C'est beaucoup. Il faut prendre en compte beaucoup de choses. Ça peut... Nous avons des exemples de changements positifs. Ça veut dire, ne soyons pas pessimistes, soyons optimistiques. Il y a de bons modèles, de bons paradigmes qui peuvent être adoptés. Donc, c'est un bon moment, c'est un bon contexte pour construire sur cette opportunité de changement. Et cette conférence sur une thématique complexe, et c'est très important d'écouter, d'entendre les enfants, à mon avis, parce que c'est eux qui disent des choses très intéressantes. À l'extérieur de la boîte parce que c'est une activiste, une militante très importante et nous avons travaillé ensemble sur un rapport sur la protection des droits de l'enfant pendant les crises. Comme vous le savez, c'est le cas dans beaucoup de parties du monde. Donc